Bonjour et bienvenue chez Reset Your Mind. Aujourd'hui, nous allons parler management. Mais pas management PowerPoint, c'est pas trop dans mon habitude. Nous allons parler de ce qui se passe dans la vraie vie. Lorsque l'on grandit dans la tech, dans le e-commerce, dans les fintech, que l'on se retrouve un jour responsable d'équipe, de décision, parfois de dizaines ou de centaines de personnes, parce que manager, ce n'est pas un titre, ce n'est certainement pas non plus un diplôme. D'ailleurs, mon invité du jour a une formule que j'adore, le seul diplôme dont on aurait vraiment besoin pour manager, c'est le BAFA. Autrement dit, comprendre les dynamiques humaines, observer, écouter, créer du collectif. Je pense que ça donne le ton de l'épisode d'aujourd'hui. Mon invité est quelqu'un que je connais depuis des années dans mon ancien écosystème, donc l'écosystème plutôt de digital au sens très large, et nous avions pour habitude de discuter des heures de management, de business, de croissance, mais aussi de difficultés. Galères traversées, certes formatrices, mais aussi particulièrement secondes. Quelqu'un qui a traversé plusieurs des grandes entreprises que vous connaissez certainement, côté marchand comme côté fintech, dont je pourrais entre autres citer Honey, Vente Privée ou encore Accor Hotel et Enjoyed. Aujourd'hui, il est country manager d'un cabinet de conseil international spécialisé et, petite anecdote au passage, principalement en remote aussi. Donc au-delà de ce parcours, ce que j'apprécie de nos échanges, c'est son regard très analytique sur le business, un œil extrêmement lucide aussi sur le monde du travail dans lequel nous évoluons, et en même temps une approche profondément humaine du management, de la croissance et du succès. Alors Son, je te remercie énormément de ton temps et je te souhaite la bienvenue, Son Nguyen, dans cet épisode. Merci beaucoup Stéphanie, merci pour l'invitation. Moi je suis très heureux d'être là. Effectivement, ça fait suite à de nombreuses discussions et échanges qu'on a eus, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences passées. Et en fait, on s'était dit qu'un jour qu'on faudrait qu'on formalise un peu tout ça. Donc, moi je pense que voilà, c'est une super opportunité d'en parler, parce que c'est pas des sujets qui sont souvent évoqués dans notre industrie. Et je pense que c'est peut-être un tort, mais voilà, voici l'occasion d'en parler. Ouais, c'est aussi ce qui fait la différence, je pense, entre les vrais succès ou les dysfonctionnements. Donc, on va partager quelques anecdotes, je pense, aujourd'hui aussi. Son, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton introduction, dans ta présentation, que tu aimerais mettre en avant? Ah, juste un point, je dirais que le point, c'est comme beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie digitale et tech, c'est pas un parcours qui est choisi sorti d'école, hein, c'est un parcours qui est vécu et qui est le fruit de heureux hasard, opportunités, chance qu'on prend. Et effectivement, c'est plus entre guillemets le parcours qui nous intéresse que finalement la finalité qu'on avait à la sortie, parce que si je regardais ce que j'avais pu faire à la sortie, euh, bah, je me serais déjà arrêté parce que j'ai atteint mes objectifs quasiment 10 ans après être sorti d'école. Donc voilà, c'est voilà. Donc d'un coup, il faut continuer se dire qu'est-ce qu'on continue à faire, et c'est là où ça devient intéressant parce que quand on explore, c'est vraiment là où il y a Hmm. des belles découvertes. C'est aussi un parcours de renaissance et de réinvention, je dirais. Totalement. Tu dis souvent quelque chose qui m'a marqué. Il n'y a pas, justement, qui fait écho à ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de plan de carrière, mais ça se provoque. Est-ce que tu peux nous raconter comment ta trajectoire, justement, elle s'est construite? Qu'est-ce qui a été intentionnel, bon, si j'ai bien compris, les 10 premières années, et qu'est-ce qui a été plutôt opportunité, envie, peut-être un peu irrationnel parfois. Avec le recul, quelles sont ces décisions qui ont vraiment changé la donne pour... Je vais refaire mon parcours, hein. Le bac en 1994, ça commence à dater pour certains. Certains n'étaient pas nés, hein, de nos auditeurs. Et à cette époque-là, effectivement, moi, je voulais faire de l'IT, hein, de l'informatique, et c'était une très mauvaise période pour y aller parce que c'était une période noire pour l'informatique à cette époque-là. Donc, suivant les recommandations, je vais aller faire quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, j'ai tenté d'aller faire du médical d'abord. En 2 ans, j'ai tenté de faire les concours de pharmacie. C'était pas du tout fait pour moi, donc j'ai rapidement compris. Et, et après, il y a eu un choix. Tu vois, c'est un choix. C'est quoi le parcours de vie? Avec mes parents, on avait discuté si je voulais pas faire hôtellerie, notamment cuisine, gastronomique. D'accord. Et donc, on avait pris les dossiers pour
Cordon Bleu à l'époque, hein, et d'autres écoles hôtelières, pour que je puisse faire un parcours manuel. Mes parents n'avaient aucun sujet par rapport à ça, ils trouvaient ça un métier noble, hein. Simplement, c'est que bah, j'avais pas de CAP, donc il fallait que je reparte de loin, et d'un coup, bah, rentrer directement en post-bac dans les écoles sans expérience professionnelle et un CAP, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà, et après je me suis revenu sur simplement l'université. Je savais pas quoi faire. J'avais une vingtaine d'années à l'époque, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Je dis bon, on va Tu trouver une cherchais. solution. Je cherchais toujours, hein. Je pense qu'on continue à chercher ce qu'on veut vraiment faire. Ça, c'est une de mes philosophies. Et je me suis retrouvé effectivement à revenir à la faculté, à la fac, parce que bah, c'est voilà, quand tu sais pas, ce qui est pas trop généreux, c'est d'aller à l'université plutôt que de choisir de faire une école, etc. Je me suis retrouvé, et puis finalement, j'ai trouvé un moyen de revenir sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire l'IT. Et j'ai commencé en fait ma carrière en IT. Revenu là où tu avais envie d'aller, Oui, en malgré le disant qu'au contexte. final. Mais encore pareil, donc et on sort juste après l'année 2000 où il y a de nouveau le boom informatique et il y a une vraie demande et tu as cette structure où bah, les ressources sur le marché sont inférieures à ce que demande le marché, donc tu as quand même des opportunités qui se développent par rapport à ça. Donc, mais la réalité, c'est que je me suis dit, bon, ça commençait à devenir quand même une trajectoire relativement tracée. C'est souhait. Excusez-moi. Et derrière, tu vois, après c'est aussi l'école de la vie, hein, donc je me retrouve en fait à leur faire sur un master en fait, hein. Et d'un coup, bah, je commence à avoir des petits sujets familiaux où ça allait pas très bien financièrement, donc je me suis quand même fait, fini par prendre une décision de faire un drop-off de l'école pour aller travailler. Ouais, ok. Au début, bah, quand tu es dans cette situation-là, bah, t'as pas les mêmes opportunités que quand tu finis avec un diplôme, mais après, tu bûches, et puis après, tu te dis, bah, de toute façon, si tu veux t'en sortir, bah, il faut que tu prennes ton destin en main, et pas simplement te laisser porter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut provoquer le destin. Donc, il y a des choix que j'ai faits déjà dès ce moment-là qui ont été importants. Mais effectivement, dans une réalité alternative, j'aurais pu être chef dans un restaurant. Parce que les gens qui me connaissent savent que c'est une vraie passion, la cuisine. Donc, mais après, transformer une passion en métier, c'est un autre sujet. Je pense que tu dois évoquer largement dans tes sessions de coaching. Voilà. Et je pense que après coup, quand même, je pense que c'est un choix rationnel que j'ai fait, et qui, par rapport, j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est chef, hein, donc je vois très bien les sacrifices qu'il a dû faire et l'enfer qu'il a vécu pour y arriver. Hmm. C'est un métier très très particulier. Et Ouais, donc, c'est très particulier. un peu comme beaucoup de cet écosystème-là, puisque pour les connaître beaucoup et échanger avec eux, tu tombes dans ce digital et dans ce domaine des fintech au sens large, un peu par hasard. Je dirais oui et non. En fait, il y a des éléments de hasard et je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Le premier élément, c'est que je voulais travailler dans en fait, mon objectif quand je suis allé sur le monde du travail, c'était de travailler pour un très grand e-commerçant qui serait reconnu internationalement. Donc, et devenir un des piliers de cette entreprise, la faire grandir, c'était vraiment Ton objectif. une de mes volontés. Ouais, c'était mon objectif sorti d'école. Je me dis que j'allais mettre 20 ans pour y arriver et peut-être pas aussi peu de temps que j'allais mettre. Donc, donc j'ai commencé à travailler dans tout ce qui est technologie web. Je me suis payé une formation aux États-Unis pour des nouvelles techno. Donc c'est comme ça que je suis rentré par la partie IT grâce à des nouvelles techno qui étaient spécialisées sur le web. Et, donc ce qui prouvait déjà à l'époque que quand je voulais quelque chose, bah, je me donnais les moyens d'y aller, hein. J'attendais pas que mon entreprise me paye. Donc voilà, j'ai pris des congés et je suis allé me former au Texas, en fait, hein, avec et après, bah, quand je suis revenu tout de suite, bah, ça a payé parce que des gens qui avaient une formation sur une nouvelle techno qui n'était pas encore sortie, il n'y en avait pas. Donc ça m'a permis de jumper sur un premier projet et c'est là où je suis arrivé dans le groupe Accor, qui était encore à l'époque Edenred et Accor. Moi, Oui, j'étais c'est dans la vrai. branche Edenred, hein, la partie service, hein, dans un nouveau spin-off qu'ils avaient lancé. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans l'IT. Donc, avec mes premières expériences en management.
Ça, on y reviendra dessus, mais oui, c'est un peu comme ça. Après, de l'IT, les années ont passé, les entreprises ont changé. Je suis passé de l'IT par fruit du hasard ou pas, mais j'ai forcé un peu le destin et finalement ça m'a souri. Je suis passé de l'IT à la finance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ma famille, ils sont tous dans la finance. Tu t'es fait C'était rattraper en cours de route. c'est exactement ça ce que j'en parlais à mon défunt père. Je lui disais, bah ouais, mais j'ai l'impression que les fruits ne tombent jamais très loin de l'arbre, en fait, malgré tout ce que tu peux faire. En fait, il y a une sorte de gravitation autour de ton ADN, ton héritage familial. Donc, C'est dingue, hein. c'est dingue, hein. Mm. Et c'est vrai, hein, malgré ce qu'on peut se dire, et j'ai tout fait pour pas y aller. Et finalement, Tu t'es fait je, rattraper. suis- je suis rattrapé par la patrouille et je suis dans un secteur que la famille n'avait pas encore exploré parce qu'ils sont plutôt eux dans la partie corporate finance et investment banking. Mhm. Euh, Moi, j'étais le premier à sortir dans le côté un peu plus opérationnel, plus retail, c'est-à-dire la partie paiement. Mais ça n'empêche pas, effectivement. J'ai quasiment plus d'expérience dans le secteur financier que toute ma famille. Donc, Mhm. Justement, là, je suis pas longtemps. je vais revenir avec toi sur, t'as commencé à l'évoquer, c'est de passer de contributeur à manager. C'est quelque chose qui est quand même pas si simple. Et puis, pour beaucoup, encore aujourd'hui, hein, de devenir manager, ça se fait par promotion. Quand tu es très bon technicien ou que tu es expert dans ton domaine, alors on te propulse manager sans forcément toujours t'accompagner. Est-ce que tu te souviens de ton premier rôle de manager et comment t'as géré? Je m'en souviens très bien. J'étais développeur à l'époque et on avait, on appellerait ça des équipes par asset. Donc, moi, je travaillais sur la partie back-office et à un moment, pour les problématiques de reporting et de coordination de réunion, bah, ils demandaient un leader et j'étais désigné leader d'équipe à un instant X. Et d'un coup, tu amènes à faire pas du vrai management opérationnel dans le sens avec validation des congés, mais plutôt les premiers éléments, c'est-à-dire les problématiques de coordination, synchronisation et un peu de planification, parce qu'il faut quand même un peu en faire. Et ça m'avait effectivement un petit peu interpellé à l'époque parce que d'un coup, t'es content. On te dit, bah, tu vas représenter l'équipe dans les meetings interservices ou inter-équipe. C'est une bonne chose. Après, quand on t'explique qu'il y a, bah, on te donne pas beaucoup d'éléments pour y arriver. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait? Comment? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce que je suis attendue? Et il y a quelqu'un qui peut juste me Et mettre en les pieds à fait, l'étrier. et c'est un des premiers éléments que j'ai remarqué, tu vois, et c'est dans la culture un peu managériale française, hein, que en fait on te bombarde dans une position sans forcément te donner les éléments de savoir c'est quoi l'attendu. Donc on demande de performer, de faire un travail Mais sans sans te outcome précis. exactement. Donc tu Mm. découvres en fait par tatillon. Donc effectivement c'est faut pas avoir peur. Hein. Donc vraiment faut pas. Il faut juste se lancer et commencer à découvrir ce que les autres font, ce qui pour toi a l'air d'avoir du sens, et des éléments qui ont l'air d'être attendus lors des réunions. Entre guillemets, tu es obligé de faire un peu de reverse engineering pour savoir un peu ce que tu dois faire. Donc tu dis d'accord, il parle de ça, donc pour y arriver, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Mais effectivement, il y a ce côté très franco-français et c'était une petite structure. Hein. C'était dans un grand groupe, mais c'était dans une petite structure d'une cinquantaine de personnes. Et d'un coup, tu es déjà devant des éléments où tu es attendu sur des éléments de reporting et de coordination et sur lesquels on t'a donné aucun élément de comment y arriver. Hein. Donc il y a un côté, tu te débrouilles. Et Internet n'est pas ce qu'il était, on n'avait pas de ChatGPT pour nous aider à l'époque. Voilà. Oui, c'est un peu l'apprentissage à l'ancienne, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque? Ou qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune manager que tu mettrais dans cette situation-là? En fait, je pense que le plus attendu, c'est de façon d'être pragmatique parce que ce que j'ai aussi compris, c'est qu'une approche théorique, c'est bien, mais ça marche jamais s'il y a pas une approche pratique. C'est-à-dire effectivement, je pense que quand on est dans une logique de transition, de vouloir transitionner quelqu'un ou faire monter quelqu'un dans l'équipe, il y a une partie du temps, il faudra accepter de faire
un handover, un shadowing des vraies tâches pour qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe et l'attendu. Et après, il y a les éléments de ce qu'on appelle des éléments culturels de l'organisation dans laquelle tu es, qu'il faut lui transmettre pour lui donner des grilles de lecture. Voilà. Et pas simplement bravo, tu étais nommé manager, tu découvres ça et d'un coup c'est ouais, t'es un tour d'équipe, tu dois rencontrer des gens, mais ça te dit pas en fait ce qui est vraiment attendu de toi. Et c'est rare que les personnes que tu vas être en interview vont te dire j'attends ça de toi, j'attends ça de toi, j'attends ça de toi. Donc Il y a plusieurs étapes, effectivement, quand tu rentres dans le management ou que tu évolues dans ta carrière. Il y a ce premier poste de manager, souvent qui est très marquant. Certains s'adaptent et certains plus jamais. Moi, j'ai vu aussi des personnes dire plus jamais je ne managerai. Et puis, tu as une autre étape après, derrière, qui est quand tu deviens manager de manager ou que tu, voilà, comment gérer encore plus et de personnes, de people, parce qu'il y a vraiment ce côté alignement communication. Un des travers que je vois assez fréquemment, c'est que à chacune de ces phases, c'est que les personnes vont tendre à se changer, à changer leur personnalité. Et quand on a préparé cet épisode, tu me disais, mais non, le but du management, c'est justement de ne pas changer qui tu es. Au contraire, c'est d'apprendre et de garder ce temps ou cet espace-temps pour continuer d'apprendre à te connaître toi, d'avoir des outils, certes, mais plus tu te connais toi et mieux tu manages, mieux tu es en capacité d'aller chercher ces résultats, justement, de les définir quand on ne te les définit pas, mais d'aller chercher ces résultats. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé à prendre conscience de ça et quels sont les outils aussi sur lesquels tu t'es appuyé? un des éléments, je me rappelle, c'est pas la discussion que j'avais avec un manager à l'époque quand j'étais plus jeune, hein, et qui me disait cette phrase, tu vois, ça m'a marqué. Il m'a dit le management c'est le contrôle. Donc ça va revenir à certains biais cognitifs qui existent déjà, mais et déjà à l'époque, je sentais que d'un point de vue personnalité, pour moi, le contrôle, je dis, il y a des éléments de contrôle, c'est-à-dire contrôler la personne, rentrer dans la logique de micromanagement. Je dis, c'est tellement intrusif et tellement pas dans ma nature, hein, parce que je suis quelqu'un qui quand même va d'abord donner une note de confiance par défaut. C'est dans ma culture, on dirait, c'est une culture un peu très latine, parce qu'on est quand même dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'on donne d'abord confiance et après on regarde si quelqu'un va ébrécher cette confiance, tu vois. Et je me dis, dès commencement du management, de mettre en place des outils de contrôle. C'est-à-dire c'est que tu as des logiques de défiance absolue vis-à-vis de tes équipes. Je dis, oh, moi je pourrais pas travailler comme ça. C'était un des points qui m'a tout de suite marqué. Je dis, comment les gens font travailler comme ça? Les équipes, elles doivent être sous pression, elles doivent être pas dans une forme d'autonomie qui leur permet de performer. Donc et ça, effectivement, ça a été un des points relativement marquants parce que et ça a été tellement un point marquant que dans ma tête, je me suis dit, je pourrais jamais être un bon manager si c'est ça le management. Si c'est ça le management, c'est pas pour moi. C'est exactement ça. Et il y en a qui, effectivement, qui peuvent être brûlés par cette perception-là parce que les exemples qu'ils ont dans leur organisation sont des gens qui sont beaucoup dans le contrôle et peu, effectivement, dans le leadership. Et ça, tu comprends ça qu'un peu plus tard en vieillissant avec un peu plus d'expérience. Que le management, c'est simplement, c'est de pouvoir te faire générer et driver des équipes à atteindre des objectifs en tant qu'organisation. Mais ça, on te le dit par le début. J'aime bien utiliser ce terme de micro-organisme vivant, en fait. Chaque équipe est un micro-organisme, je trouve. Ah oui, c'est ça, c'est totalement ça. Mm. Et en termes d'outils, il y en a un ou deux qui t'ont le plus aidé au quotidien et que tu utilises encore régulièrement, par exemple? Euh, dans les outils, on a parlé beaucoup de nos lectures et ça a été un point important. Je dirais, dans ma carrière, surtout dans ma vie en général, hein. C'est-à-dire que les gens ne le savent pas forcément. Moi, je suis quelqu'un quand même historiquement de hyper timide, maladif, qui n'ose pas s'exprimer. Et tu es là aujourd'hui. Voilà, je suis là, j'ai déjà parlé devant des centaines de personnes, en public, en keynote, donc et oui, en soi, on pourrait se dire, il y a une sorte de syndrome de l'imposteur permanent, mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas ça. Simplement, c'est qu'il faut se travailler sur soi. Et effectivement, il y a des outils qui t'aident à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que le management, c'est pas quelque chose qui est inné. Et en fait, c'est un framework.
Et on se rend compte que, comme tous les frameworks, en fait, sont des outils. Il faut utiliser les outils les plus adaptés à sa personnalité. Parce qu'il y a un style de management qui existe, et ça, c'est vrai, hein, c'est propre à chaque manager, à école de management. Voilà, et ça marche en fonction des organisations, des personnalités que tu as dans les équipes. Hein. Et donc, pour le coup, parmi les outils, effectivement, c'est le premier des outils, c'est déjà l'écoute. C'est-à-dire, effectivement, ça, c'est facile quand tu viens de quelqu'un qui était timide, parce que tu parles pas, donc tu écoutes. La seule chose que tu sais vraiment développer au début, c'est l'écoute, pour tenter de comprendre, en fait, les messages qui te sont transmis, les sentiments, les émotions qu'ont les gens. Après, à partir de cette écoute, je vais comprendre, il y a peut-être des outils qui existent, qui sont plus structurés, qui vont approcher ça. Et effectivement, on rentre dans le sujet des neurosciences. Hein. Assez tôt, j'ai commencé à lire des ouvrages pour la programmation neurolinguistique. Parce que la PNL, je trouvais ça un outil fascinant. Ça a commencé par des ouvrages que m'avaient recommandé des amis, qui étaient très vulgarisés et assez amusants, mais en fait permettaient de comprendre un petit peu ce milieu-là, c'est-à-dire que cet enjeu-là. Et par exemple, alors pour ceux qui l'ont pas lu, c'est Traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens de Joule, hein, et qui donne plein de cas illustrés. Alors le titre il est horrible, mais effectivement les cas, ça permet de comprendre quand tu te fais manipuler. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que dans les organisations, c'est des sujets sur lesquels tu as souvent à faire. Ouais. C'est-à-dire que les gens... Consciemment ou inconsciemment, hein, il y en a qui sont Ah, volontairement manipulateurs et d'autres qui le font parce qu'en fait, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est ce qu'ils ont vu eux. Et c'est pas si simple d'en sortir. Mais certaines entreprises en meurent étouffées. oui, parce que simplement, après, ça peut être, tu sais, la manipulation, elle peut être faite en toute bienveillance. Hein. J'ai des managers que j'ai adorés et ils me drivaient toujours à driver plus de résultats jusqu'à que je me crache à un instant X, mais en toute bienveillance, tu vois. Et en fait, eux aussi, il faut que et ça, c'est quand tu grandis et tu loues d'autres ouvrages en neurosciences, que en fait, à tout accepter n'est pas non plus une solution. Un des rôles aussi du manager, c'est savoir dire non, non à ses équipes, non au-dessus. Et savoir le traiter, cette information. C'est pas parce que, et ça, tu comprends mieux les transactions, en fait, quand tu lis les PNL. Ah, mais si tu n'acceptes pas, c'est que tu m'aimes pas, tu vois, c'est le côté transactionnel. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vas me décevoir, et tu as peur de décevoir. Et donc il y a beaucoup de jeux sur la partie émotionnelle. Donc apprendre à lire et à comprendre ces dynamiques sont vraiment très importants. Je pense que c'est vraiment un outil dans le management moderne qui est vraiment très très utile à avoir dans sa toolbox, parce que le champ d'application est très quotidien. Ouais, ouais. Et très large et aussi bien professionnel que personnel en plus. Oui, tout à Donc, fait. effectivement, la PNL, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. PNL, Processcom, ça donne des clés de lecture, des grilles de lecture. Alors, c'est pas pour mettre des gens dans des cases, mais ça permet de comprendre certaines interactions conscientes ou inconscientes. La partie que tu évoques aussi, apprendre à dire non. Oh là là, pas si facile, en fait. Peur de décevoir, tu l'évoques très justement. Et l'autre outil aussi que tu évoquais juste avant dans la conversation, mais je pense qu'il y a un outil qui est important, c'est la confiance. C'est comment créer vraiment de la confiance, parce que tu le dis assez justement, c'est ok, il y a une confiance par défaut, mais ça se construit aussi tous les jours. Comme beaucoup de choses dans la vie, la confiance est un choix quotidien. Est un Euh, choix. c'est vraiment ça. La confiance, en fait, elle se mérite. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, que c'est un peu comme une forme de relation. Écoutez, c'est comme le respect dans le mariage. C'est-à-dire qu'à un moment, ça se mérite et ça se travaille quotidiennement. Donc, tu peux pas dire que, parce que je suis ton manager, naturellement, tu vas avoir 100% de confiance et ce capital de confiance est inébranlable. Ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire, confiance, c'est plein de petits signaux que tu envoies quotidiennement qui prouvent que tu es digne de cette confiance que tes équipes t'octroient. Donc, c'est-à-dire que la confiance, c'est-à-dire que je pense que le premier élément principal de la confiance, c'est respecter sa parole. Je pense que déjà, ça, c'est... Et quand tu peux pas la respecter, expliquer pourquoi tu n'as pas pu la respecter ou le dire simplement plutôt que le cacher. Tu vois, ça aussi, c'est un des points. C'est-à-dire que la confiance, c'est aussi une forme d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis des gens avec qui tu interagis. Et l'enjeu, je dirais, dans les organisations modernes, c'est de
de pouvoir contribuer à cette confiance, hein, et avec des contraintes qui sont pas forcément des fois compatibles avec, hein, et savoir entre guillemets, jouer, faire le jeu d'équilibriste entre ces deux notions, parce qu'effectivement, il y a des choses quand tu es manager que tu peux pas forcément redescendre, des directives d'entreprise, ou si on t'annonce que on va faire un plan social, bon, c'est pas quelque chose que tu peux annoncer à tes collaborateurs, tu vois, et surtout, bon, c'est toujours, c'est hyper cadré, etc. Donc il y a du légal derrière, donc il y a des choses que tu peux pas faire, même si ton 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 inconscient, ou même ta conscience voudrait que tu le dises. Et ça, c'est pas toujours un choix facile pour les managers. Mais après, il y a aussi des moments où les gens sont pas idiots en dessous. Non, tout à fait. Donc, ils sont parfaitement conscients et les rumeurs, l'étanchéité des informations dans les entreprises, on sait ce qu'elle vaut, hein. C'est-à-dire, je dis, non, suffit que, et les fuites d'informations, c'est facile à en trouver partout. C'est-à-dire, c'est des gens qui impriment des papiers pour un codir spécial ou un comex spécial. Le temps qu'aller chercher les papiers À l'imprimante, ça a à dit. l'imprimante, hop, et quelqu'un est arrivé, voit le truc, Ouais, et ouais. voilà, et ça commence comme ça. C'est vraiment des sujets qu'il faut traiter. Effectivement, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Les Américains, ils ont un terme pour ça. Walk the talk, c'est-à-dire en fait tu fais ce que tu dis. C'est vraiment ça, c'est vraiment important. Ouais. Et la confiance, parce qu'on a eu plusieurs discussions sur ce sujet-là, la confiance n'exclut pas l'échec. N'exclut pas l'échec, parce que tu as un regard quand même assez critique sur la manière dont on traite l'échec, surtout en France. Et tu dis notamment, manager par le risque, c'est la mort assurée. Il y a cette phrase que tu m'as déjà dite aussi, si ton outil est un marteau, forcément tous tes problèmes sont des clous. Et quel est ton regard justement sur cette culture du risque qu'on a en France de manager par le risque et cette peur de l'échec qui tétanise quand même un paquet d'entreprises, un paquet d'équipes et qui les empêche vraiment d'y aller à fond. En fait, c'est un enjeu très culturel. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de la mentalité américaine. Faut pas croire aussi, il y a une forme de stigmatisation des échecs dans certains de ces pays-là, et il y a le marketing et la réalité du terrain, hein, comme toujours. Je pense que si tu veux, quand je dis que, si on va parler déjà de la culture de l'échec, en France, elle est omniprésente. À plusieurs niveaux, et ça se ressent même dans le réglementaire. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'école. Je pense qu'il n'y a aucun des sociétaires qui pourront se dire que le jour où ils ont eu une mauvaise note, ils n'ont pas été stigmatisés par le prof. C'est très rare. On a tous eu le cas de bon monsieur Nguyen, 7 sur 20. C'est quand même pas terrible. En public, il n'y a pas de décence sur l'échec par rapport à ça. Et il y a une sorte de culture de stigmatisation qui existe depuis très longtemps et qui, même s'ils ont fait des efforts pour la réduire, existe encore. Mais ces histoires-là, mes enfants, j'ai entendu. Donc c'est-à-dire que même la génération qui est quand même la génération, tu vois, tu dis mon fils est en 2009, il est né en 2009, hein, donc il a 17 ans, il a encore entendu. Je dis waouh, ça a pas assez Oui. changé que ça, hein. Moi, j'en ai des un petit peu plus jeunes et effectivement, ça se voit au quotidien. Et c'est la comparaison, c'est partagé, c'est public, la remise des notes en classe, tout le monde sait où se situer. Le classement des voilà. Donc ça c'est. Comparaison, évaluation les unes par rapport aux autres. Je dis pas que ce n'est pas nécessaire quand tu as un esprit compétitif, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent pour ça et ils ont besoin de ce drive, de se comparer aux autres pour pouvoir grandir. Après, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et après, il y a le point, tu vois, aussi, c'est la stigmatisation de l'échec. En France, quand tu es entrepreneur et tu es en faillite une fois dans ta vie, même si après tu t'es refait, tu es noté à la Banque de France. C'est vrai. Et ils veulent retirer ça, et ça a été long, hein, pour retirer ça, mais c'était historique, c'est-à-dire que tu as une note d'infamie qui marque en fait ton cursus à vie. Et la réalité, c'est que, et ça c'est la réalité de la vie, hein, on n'évolue que par les erreurs sur lesquelles on a un apprentissage. Ouais. Donc c'est assez drôle parce qu'on a besoin de ces erreurs pour grandir, pour mieux comprendre, pour réajuster, et puis pour se faire confiance aussi dans notre capacité à rebondir. Et en même temps,
la moindre pas de côté, le moindre pas de travers est sanctionné, commenté, sans utiliser le terme critiquer. Et quand tu es manager, justement, patron d'un département, d'une business unit ou d'une entreprise, peu importe, c'est extrêmement présent. Mais après, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en parleront. Et je me rappelle, c'était un des fondateurs d'une des entreprises sur lesquelles j'ai travaillé, qui avait dit pourquoi on est si fort? Parce qu'on a fait toutes les erreurs possibles. Ouais. Et on a appris de ces erreurs. Mm. Et je trouvais ça très audacieux parce que quelque part, il avouait clairement qu'ils avaient fait des erreurs. Et c'était vrai, on avait fait plein d'erreurs, hein, donc truc logique. Mais on a appris de ces erreurs et on a grandi au-delà. Et je pense que ça, c'est le point important que les gens ont tendance à oublier, c'est que bah oui, à un moment, l'apprentissage, c'est une sorte de gamification, c'est-à-dire un échec, c'est pas forcément le game over. Tu peux réussir encore, tu vois, et revenir et jusqu'à que tu y arrives. Et c'est le but de la vie parce que la vie, c'est que des obstacles à franchir, hein. Donc, Ah oui, et ça rejoint aussi cet aspect de trauma petit t ou grand T qu'on a pu évoquer autour du livre oui. de Gabor Maté. Euh, c'est dans ce monde professionnel, effectivement, chaque stigmatisation, chaque petit T de trauma reste pour autant un trauma et qui viennent s'accumuler les uns à la suite des autres. On est forgé par ces petits traumas. Donc, entre guillemets, et par les petits et les grands traumas, mais globalement, oui, c'est les petits traumas du quotidien, les souvenirs qui te marquent, euh, sans forcément changer fondamentalement en fait ta personnalité. Mais ça, c'est des petits traumas. Tu te souviens de moments clés dans ta vie où tu as rendu des phrases et tu dis, d'accord, ok, je vais apprendre de ça et voilà. Et après, comme dirait Nietzsche, hein, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et je considère que c'est toujours vrai. Et ça, je l'ai vécu et à titre professionnel et à titre personnel. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille dont le père on a alterné. On est une famille de migrants, donc on est arrivé, on n'avait rien. On est remonté parce que mon père était diplômé de Sciences Po, donc il a été jusqu'aux directions générales de grands groupes bancaires. Et après, des événements se passent, tu vois, et on a fait des alternances entre faillites, donc avec des moments durs, hein. J'ai dormi dans la cave des gens, hein. Tu vois, c'est vraiment des moments où c'est compliqué, où tu dis c'est ça ou c'est la rue, donc voilà, il y a des vrais choix. En fait, tu te rends compte que finalement, si tu prends une autre approche, c'est-à-dire c'est une forme de survivalisme, hein, quand les gens qui ont vécu la guerre voient la vie très différemment, et le survivalisme, c'est la capacité à rebondir. C'est pas l'important, c'est pas de tomber, c'est à chaque fois de se remettre debout et continuer à avancer. C'est comment Et tu repars, comment tu redonnes de l'élan et comment tu gardes cet élan personnel aussi. ouais, mais en fait, je pense que c'est un apprentissage qui est nécessaire et après, quand ça devient une conviction, tu vois les choses très différemment. Parce que quand tu commences à appréhender que l'erreur n'est pas une finalité, c'est pas la fin de tout, et d'un coup, tu peux désescalader plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, t'as beaucoup moins d'anxiété par rapport à l'échec. Tu vois, donc, ouais, je me suis entendu faire des fois, hein, en meeting avec des Américains, où ils me demandaient, ok, qui c'est qui peut prendre la décision? Je vais la prendre parce que sinon, le sujet va pas avancer. Et je me rappelle du manager en face américain, il dit, mais qu'est-ce qui se passe si t'as tort? Je dis, bah, je serai viré. Et d'un coup, cette nonchalance dans le fait que j'ai pas peur de perdre mon poste, ça l'a complètement désarmé et on a pu avancer sur le sujet. Tu vois? Et Donc, si tu n'étais pas passé par tout ça avant, est-ce que tu aurais pu justement avoir cette capacité de prendre cette décision-là? c'est difficile à répondre parce qu'on est plutôt le résultat en fait d'un cursus plutôt que d'un parcours, d'une expérience de vie. Ce que me disait un de mes managers, tu dis en fait tu es devenu un modèle qui est non réplicable. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas lié à des études ou à des skill sets, c'est lié en fait aussi à une personnalité. Donc je pense que c'est et ce qui nous rend à chacun d'entre nous unique. Hein. De toute façon c'est nos personnalités plus nos skill sets. Hein. Et voilà. Et, euh, et je me rappelle parce que c'est des points vraiment structurants en termes de comment tu perçois le sujet qui arrive vers toi. Que soit, dans les deux cas, tu as des personnes qui disent, bah, qui sont les postes de management et la réalité devient insurmontable. C'est-à-dire qu'ils savent plus où donner de la tête.
Il y a d'autres, il dit, de toute façon, je prends un sujet, j'avance dessus, et puis je passe au bout d'un problème suivant, et ainsi de suite, et ainsi de Ouais. suite. Et c'est en ça où c'est extrêmement important, tu le disais dès le début, c'est d'apprendre à se connaître parce que c'est un perpétuel aussi renouvellement, mine de rien. Contexte, skill set personnel, histoire personnelle qui vont venir activer ou pas des capacités à passer et à prendre certaines décisions. Si on prend un peu de recul, plus macro, quel est ton regard aujourd'hui justement sur l'évolution des organisations? Comment quelle place occupe le travail aujourd'hui pour toi? Comment tu vois ce qui se passe actuellement et comment tu imagines que ça va se projeter sur les 10 ou 15 prochaines années? Le management, c'est 2 pas en avant, un pas en arrière de façon régulière. Là, je pense qu'on a la partie step back. On a eu une phase dans les années de mi-2000, la 2010-2020, vers 2015 et 2020, on a eu des grosses phases où organisation libérée, t'en as entendu parler. Voilà, donc nouvelle forme de management, et il y a des entreprises qui sont allées à fond dedans. Même nous, on s'est regardé, waouh, ils sont courageux, hein. Donc les entreprises qui changent complètement leur structure managériale, et des pyramides inversées. Waouh, quand même. Et moi, j'aime toujours me référer un petit peu à l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que c'est des structures qui ont vraiment fonctionné dans l'histoire, hein. Parce que l'humanité a plein d'exemples de structures où on a voulu mettre euh, le destin de pays, des civilisations sous différentes formes, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce que l'humain reste l'humain, hein. Que c'est pas parce que tu clames que tu veux avoir la liberté et l'autonomie, machin, qu'au moment quand tu l'as, tu l'acceptes. C'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire que quand tu as vécu toute ta vie comme un lapin en cage, où on t'a donné à manger tous les jours, donc d'un coup dans cette chaîne hiérarchique, hein, Très très un jour, difficile d'en sortir. très difficile d'en sortir. Et la preuve en est, c'est, tu vois, l'exemple, tiens, c'est un fait divers, c'est des gens qui avaient libéré des lapins en cage, hein, et les lapins sont morts, parce qu'ils Mmh. n'avaient plus se nourrir, Ouais. tout simplement. Ça Donc fait- là, Mais et, c'est comme les personnes qui décident d'entreprendre, devenir entrepreneur ou se lancer à son compte. C'est absolument pas du tout le même mindset que quand tu as été salarié toute ta vie. C'est vraiment aussi en interne un énorme changement et une énorme révolution. alors là, oui, dans cette culture-là, c'est pas parce qu'on est un très bon manager qu'on deviendra un très bon entrepreneur, hein. Ça, il faut vraiment se le dire. C'est une leçon que j'ai amèrement appris pour avoir lancé une start-up dans les années de mars 2020, à quelques jours du confinement, tu Ouais, vois. ok, super, Donc super, voilà. super. Et oui, parce que en fait, dans une entreprise, on est en fait, et notamment dans l'entreprise digitale, on est à créer des initiatives, même si elles sont innovantes, à l'intérieur d'une organisation, avec des assets qui existent, une puissance économique qui existe. Alors quand tu es entrepreneur, souvent tu pars de pas grand-chose à part ton carnet d'adresse, beaucoup de volonté, de l'huile de coude, hein, et surtout une forme d'abnégation qui dit que ça va réussir. Donc, je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, hein. Donc, il y a les entrepreneurs qu'on va marketer, la carte postale, hein, qui vont finir sur Forbes, machin, les Échos, ce que tu veux, qui sont pas la carte postale, mais la réalité, c'est les entrepreneurs, c'est des artisans, c'est des gens, des patrons de PME, c'est ça les entrepreneurs, la réalité de Et c'est l'économie. ce qui fait quand même le plus gros de l'activité de l'économie des pays. On en parle peu, mais toutes ces PME et ETI, c'est quand même là où il y a le plus gros, la plus grosse activité. Voilà, c'est exactement ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait et tu vois souvent, tu vois, c'est quand tu discutes avec des collaborateurs, tu dis ah, ce serait bien que vous lanciez une entreprise. Et quand tu lances une entreprise, il y a toujours des gens qui vont dire et j'aimerais bien vous rejoindre, mais par contre faut qu'on discute salaire. J'ai dit bah non, quand tu lances une entreprise, il y a la seule garantie que t'as pas, c'est le salaire. C'est tout à fait. Donc d'un Si. coup ça, il y a une dissonance cognitive quand tu leur parles, parce qu'ils aiment bien le côté sexy carte postale des startups. Mais la réalité, en fait, d'une startup, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se payent pas, ou pas avec des salaires fixes, ou avec que des dividendes. Et ça ne marche que parce que ils ont une structure de support qui leur permet Mm, de faire ça. mm. C'est-à-dire que
voilà, il y a un filet de sécurité qui existe, qu'on voit pas forcément, parce qu'on n'en parle pas dans la carte postale, du filet de sécurité. Mais voilà, mais il vaut mieux raconter l'histoire où tu as mangé des nouilles de ramen pendant 2 ans pour pouvoir lancer ta startup plutôt que effectivement te dire que de l'autre côté il y avait papa, maman ou ton conjoint travaillait, ce qui permettait quand même à un moment c'était un plan avec un risque calculé parce que quand tu as un crédit sur la maison ou tu as des enfants à l'école, il y a des risques que tu peux prendre, mais il faut qu'ils soient calculés. Exactement. Si aujourd'hui tu avais une baguette magique, quelles seraient les pathologies du management que tu observes dans les organisations que tu as pu traverser ou côtoyer? Quel serait ton top 3 de choses que tu aimerais faire disparaître ou transformer fondamentalement? Alors, il y en a plusieurs, hein. Je dirais que la première, je pense qu'effectivement, c'est sur la gestion de la peur. Mmh. Parce qu'effectivement, ça, c'est une vraie sclérose dans le management, la gestion de la peur. La peur est souvent un driver de beaucoup de sujets qu'on a, c'est-à-dire par rapport à la peur sur les enjeux qu'on manage, nos objectifs stratégiques, euh, les éléments sur lesquels dépendent notre rémunération. Hein. On parle des bonus exécutifs, mais c'est aussi ça la réalité. Et d'un coup, effectivement, aussi ça génère aussi les problématiques de défense de précaré qu'on connaît assez bien dans le comité La peur de qui direction. vient quelque part aussi un peu toucher l'ego des uns et des Ouais. autres. C'est pas déconnecté du tout, hein. Je considère que les deux sont connectés. D'accord. Parce qu'effectivement, la peur aussi, c'est dans l'ego, il y a aussi une problématique de développement de soi. Et en fait, il y a des gens qui sont très 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 bons par rapport à ça, mais je dirais que ça vient d'une place de peur. C'est des peurs que tu sois pas perçu comme tu penses l'être. Tu vois aussi, il y a cette La part-là. Donc, je pense que les reconnaissance deux sont. attendue. Ouais, donc on est sur un sujet où les gens souvent ils sont drive. Il y a c'est un driver principal, inconscient, je pense, parce que bon, tu vas jamais dire consciemment que tu as peur. Hein. Je pense que c'est pas l'entreprise n'est pas un endroit de vulnérabilité, comme on dit. Ouais, ouais, mais t'es toujours sur le qui-vive. Il y a vraiment ce Et t'es côté. toujours sur le qui. Ok. Ouais. Et le deuxième point, je dirais qu'effectivement, une fois qu'on s'est retiré ça, c'est tiens pour une conséquence, mais c'est les problématiques de contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, le contrôle et ça revient à ça parce que le contrôle ça génère pas mal de choses, ça génère du micromanagement, ça génère des mécaniques de management qui des fois tournent au présentéisme, hein, ça existe, hein, donc Toujours et, encore très marqué. et après, bah, avec les fameuses blagues qu'on dit toujours, tu pars à 18h et tout le monde te dit, ah, tu prends ton après-midi, tu sais, la vieille culture française, on l'a tous connu, hein, Oui, oui, oui. donc voilà. Et, et après, bon, mais ça, c'est vite pas le plus grave. Mais effectivement, il y a cette problématique-là parce que d'un coup, post-Covid, ça a des vrais impacts sur les collaborateurs. Alors nous, on travaille, on est international, donc on est par design, on est remote. La boîte a été créée en remote parce que elle a Vous été êtes créée pour éparpillé à travers le monde. c'est ça. Donc Mm. quand on est présent dans plus de 25 pays, tu peux pas être physiquement dans un bureau, c'est pas possible. Euh, c'est vraiment très compliqué. Et beaucoup de nos clients sont aussi dans les mêmes. Du coup, c'est là, ce qui est intéressant, c'est que les organisations mondiales sont par nature assez plus ouvertes sur le remote parce que techniquement, bah, ils fonctionnent déjà en Enfin, remote. Quand tu mm. travailles avec Mexico ou Bangalore ou Manille, à un moment, tu vas pas y aller en avion tous les jours. Hein, donc voilà. Pardon, du coup, je switch un petit peu par rapport à la question initiale, mais quel est ton regard justement sur ce comeback que l'on peut faire là sur le remote justement où il y a énormément d'entreprises qui demandent à leurs collaborateurs et collaboratrices de revenir au bureau non pas 2, 3 jours par semaine, mais quasiment 5 jours par semaine. Je dirais que alors, officiellement, on connaît la réponse, hein, c'est enjeu de synergie, de productivité, de back to normal. Il y a des enjeux financiers que certains ont énoncés, notamment sur les problématiques de la crise qui existe dans l'immobilier commercial, hein, qui a
entre guillemets, sombrer mondialement, et les private equity sont aussi des fois les victimes, notamment ceux que dedans. Je dirais qu'après, effectivement, on revient aussi à une place où on va redonner du confort à des senior managers qui étaient historiquement habitués à faire ça. Ce qu'on comprend aussi, c'est que ça revient au sujet qu'on a eu au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas préparé, on n'a pas été préparé en fait à travailler en distanciel, tu vois, en Et ne pas remote, être dans le contrôle, ne pas et être... pas être dans le contrôle, mais en fait de simplement checker les outputs plutôt que de checker le dans. Parce que après, il y a des abus quand tu es en remote, il y a forcément, mais après l'enjeu c'est de savoir driver ton travail par rapport en fait des livrables et des attendus plutôt que travailler et passer sur temps de contrôle. Tu vois, effectivement, si à un moment tu te dis bon, il doit me filer le livrable vendredi, là il est jeudi de la semaine suivante, il a toujours rien livré. Là, effectivement, tu peux commencer à rentrer dans une logique de est-ce qu'il se fiche de moi et c'est pas expliqué, etc. Tandis que si un collaborateur, entre guillemets, par rapport aux attendus sur lesquels il est drivé, parce que finalement, on est en train dans cette phase, ce qu'on appelle la gig économie, l'économie des tâches, effectivement, on pourrait se poser la question que si tu avais outsourcé la tâche, finalement, ce que tu vas contrôler, c'est le livrable, c'est pas le temps que la personne va passer parce qu'elle est payée pour ça. Donc, et je pense aussi pour ça aussi qu'il y a un mode de travail où de plus en plus de jeunes veulent devenir freelance et ne veulent plus devenir salariés. Et d'un coup, et manager des freelances, c'est pas la même chose que manager des salariés, hein. Ah non, complètement. Complètement. Surtout s'ils travaillent au forfait. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un mode où de plus en plus la sécurité du salaire est de moins en moins une garantie de rétention des collaborateurs. Oui, aussi. On voit que ça bouge aussi énormément de ce point de vue-là. Voilà. Et on en reviendra, mais effectivement, c'est un vrai sujet où je pense qu'il y a eu un avant et un après, malgré une tentative de retour. Mais là, je pense que ça va marcher parce que l'économie est un peu tendue. Et je pense que dès que ça va revenir à la normale, les gens vont vouloir revenir à cette nouvelle normalité ou avoir des modes de travail qui vont correspondre à ça. Mhm. Ok. Pour conclure, Son, parce qu'on pourrait encore discuter plein de choses pendant longtemps, mais on se reverra peut-être pour une partie 2 sur d'autres thématiques. J'ai une question plutôt simple pour terminer, mais si quelqu'un devient manager demain, manager ou manager de manager, tu vois, prendre vraiment un poste à responsabilité où on est dans cet inconfort de, ok, on est propulsé là, mais on sait pas trop comment on va gérer. Au-delà de son expertise propre, ou si on se reconnaît plus dans le management dans lequel on a eu l'habitude de fonctionner ou dans laquelle l'entreprise avait l'habitude de fonctionner, quel est le conseil que toi tu donnerais absolument? Ah, ça c'est effectivement, quand tu me- quand tu montes, tu deviens manager de manager, notamment. Je pense que c'est beaucoup plus prégnant du côté quand tu deviens exécutive, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est trouver un équilibre qui respecte et sa personnalité Mhm. et son travail. C'est-à-dire que si l'équilibre ne peut pas être trouvé, il y a forcément un côté soit professionnel, soit personnel qui va payer les conséquences de cet élément-là. Parce que en fait, on peut pas travailler systématiquement contre ces valeurs, c'est épuisant. C'est-à-dire que tu as des vrais risques de burn-out en tant que top exécutif qui sont réels, hein. Et on rappellera aussi que gérer des problèmes et finalement les ruiner et les ramener à la maison, les exécutifs ont les taux de divorce qui sont proches de 70%. Tu vois. Donc mes anciens collègues, je pense qu'on doit être deux à pas être divorcés. Donc c'est aussi une vraie réalité sur est-ce que ça en valait la peine. Donc c'est un vrai équilibre à avoir et effectivement, hein, et affirmer sa personnalité, c'est pas forcément ne pas faire son travail, hein. Non, c'est montrer qu'on peut le faire aussi autrement, j'ai l'impression. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est le fameux pouvoir de dire non à certaines choses, de non à dire non, te donner des directives et tu es là, tu dis, pensez vraiment que les gens vont, vont gober l'histoire ou pas, quoi? Parce qu'à un moment, tu dis, voilà. Et il y a une chose de dire, tu reçois des ordres et comprendre que de toute façon, si tu l'exécutes euh, texto, ça va pas marcher. Donc, à un moment, il y a aussi des choses qui doivent être dans tes valeurs. C'est-à-dire de trouver des solutions différentes, c'est aussi ton rôle d'exécutive, hein, je pense à un moment,
de pas juste go with the flow et d'amener des challenges. C'est pour ça que le COMEX existe. C'est aussi de challenger la position et des désaccords. Alors des fois, ça peut être un petit peu verbal, donc, Un peu tendu. mais ouais, ça peut être Oh tendu. oui, ça peut être. Mais je pense que c'est pas plus mal. Il vaut mieux entre guillemets, l'exprimer plus que l'internaliser. Tu vois. Moi, je considère qu'il vaut mieux être pas une position où à un moment tu verbalises par les sentiments, par l'émotion, mais une forme de rationalisation de ce que tu dis avec ton filtre personnel. Tu dis ok, ça c'est ma perception. Voilà ce qui se passe. Et plutôt que avaler la couleuvre jusqu'à étouffement. Parce que c'est ça aussi, c'est la petite. En fait, sinon c'est la petite mort. En fait, ce qui veut les managers, les gros pièges, c'est la mort par étouffement en fait de leur propre émotion. Et comme disait très bien Gabor Maté, ça a des vraies conséquences sur la vie. Oui, oui. Donc, Et tu le dis, toi, avec tes mots, c'est, je sais plus exactement, mais tu m'as dit une fois, mais ton corps est une caisse enregistreuse. Si tu n'en prends pas ouais, soin, ouais. à un moment ou à un autre, faut passer à la caisse. Que ce soit sur le corps, que ce soit sur ces petites morts que tu évoques à chaque fois que tu n'oses pas, que ce soit en COMEX, en instance dirigeante, ou en codir, peu importe, mais dire aussi factuellement ce que tu penses d'une situation, d'une décision, à la fin, il y a un moment. Ah oui, non. Euh, la problématique, c'est on sait que le stress, c'est de toute façon, c'est un élément contributeur dans les pathologies d'entreprise. J'ai fait un burn-out, donc j'en sais quelque chose. Et Dieu sait que j'enquille des heures, que c'est pas le fait de pas vouloir travailler. Mais le moment, c'est juste, il y a un équilibre à avoir. Si ça reste un travail. Donc, et voilà, et à la fin de ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort, c'est pas ton employeur qui va venir te voir, c'est tes enfants, ta femme, si t'en as. D'un coup, c'est vraiment ça les points importants. C'est-à-dire que, effectivement, le management, il peut être efficace que si et seulement si tu es dans une condition de l'exécuter en accordance avec tes drivers, tes valeurs. Voilà. Et simplement, après, il faut pas hésiter à se dire, des fois, le management, c'est peut-être pas fait pour toi. On a le droit de le dire. Tu vois, ça, c'est des vrais sujets que j'ai eu avec un de mes employeurs. C'est-à-dire qu'à un moment, la voix, c'était, ouais, tu fais le COMEX, et d'un coup, voilà, tu rentres, après, tu es positionné pour les postes de directeur général. Moi, ça me vendait pas du rêve. Tu vois, moi, Ouais. j'ai jamais, en fait, Et on a le et, droit. Et c'est aussi voilà, réussir que d'avoir cette lucidité-là, de dire, bah, en fait, non, je vais pas m'éclater, non, ça va pas me faire vibrer, non, je vais pas être au max de mon potentiel aussi. C'est pas là où j'ai envie d'être. On a le droit aussi. c'est sûr. Mm. En fait, un des points, c'est pour conclure, c'est que souvent, ceux qui ont un syndrome de l'imposteur et qui pensent ne pas être de bons managers finissent par être des très bons managers parce que généralement, ils n'ont pas d'enjeu de pouvoir par rapport au management. Pas Pour eux, d'enjeu ils de voient ça comme une pouvoir. charge. Ouais, pas trop En fait, ils d'ego voient ça comme une aussi. charge. Ouais, il n'y a pas de problème d'ego. Ils disent, bah, c'est du boulot en plus. Vraiment, c'est comme ça qu'ils le voient. Et c'est des vrais boulots, parce que gérer humain, c'est vraiment time consuming. Mais je pense que voilà, si vous avez une question à vous poser, si on vient vous voir et vous sentez pas prêt, et vous n'avez pas fondamentalement de valeur à ça, effectivement, je pense que c'est un bon indicateur que vous devriez quand même essayer le management, parce qu'il faut quand même, avant de dire que j'aime pas, il faut au moins essayer. Mhm. Euh, voilà. Et après, effectivement, c'est des étapes sur lesquelles il faut se lancer et à un moment pas être non plus tétanisé par la peur inverse, c'est-à-dire qu'en fait, non, je suis bien dans ma place de confort et je vais pas le faire. Ouais, ouais. Il faut essayer. Et si ça marche pas, dans ce cas, on fait la conclusion, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Et après, on regarde derrière, c'est pas la fin du monde. L'échec dans le management, c'est pareil, ce n'est pas non plus une fin en soi. J'ai souvent exprimé ça dans les organisations. Du coup, la voie classique, c'est qu'il y avait une forme de perception très scolaire de ce que devait être en fait la progression d'une carrière, et le management était juste une étape logique. Oui, c'est une étape logique, mais vous savez, moi je discute avec beaucoup d'opérationnels, il y a beaucoup de gens qui veulent pas être managers, ne veulent pas porter le risque, ne veulent pas gérer la complexité d'autres êtres humains sur leurs épaules, ce qui est tout à fait légitime. Et donc d'un coup, il faut se poser vraiment des questions de ce que c'est. Et après,
le management, je pense, il y a aussi une définition de ce que les entreprises devraient attendre dans le management. Je pense que ça, tu vois, pour conclure, ça c'est très important. C'est Ça qu'il faut reboucle avec définir. deux choses que tu as dit dès l'introduction, à savoir les outcomes. Arrêtons de propulser les gens sur une mission sans leur préciser réellement ce qui est attendu comme résultat. Arrêtons d'être sur du présentéisme et plutôt sur du résultat. Et de la même manière, apprendre à se connaître à différentes phases de vie, parce qu'on bouge énormément, parce que oui, il n'y a pas un seul parcours parfait. Et qu'est-ce que la définition de successful pour toi? Enfin, qu'est-ce que c'est que avoir une belle carrière pour toi? Ça varie. Quand tu sors de l'école, quand tu deviens parent, quand enfin, toi-même tu changes. Donc ta définition d'une belle carrière change aussi. Oui, comme je t'avais dit au début, j'ai dit j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé en sortie d'école, qui était l'objectif de ma carrière, c'est être dans le management d'une organisation e-commerce, en fait leader de son secteur. Tu vois, mon rêve c'était de travailler pour Amazon à l'époque quand j'étais jeune. Après 10 ans, quand tu arrives à cet objectif, tu te poses la question, et maintenant je l'ai fait, je fais quoi? Parce qu'il me reste quand même 30 années de travail. C'est ça. Donc il faut Qu'est-ce se qui me poser fait des questions sur vibrer? what's next. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et ça, c'est vraiment des points importants. Donc il faut toujours continuer à être ouvert et que ça à explorer. Le management n'est pas forcément une finalité, mais c'est un outil. Je pense que c'est un élément de parcours qui est important. Parce que l'humain reste quand même la dominante fondamentale des organisations. Nier l'humain, en fait, le facteur humain d'une entreprise, c'est quand même se mettre une réalité de côté qui est quand même assez importante dans l'économie moderne. Hein. Même si on est dans une entreprise très tech, même à l'ère de l'IA qui explose de partout, on sait se tirer des balles dans le pied, effectivement. Que de penser que l'humain n'est plus au centre de la création de valeur, je pense que c'est une très grosse erreur, effectivement. Ah oui, c'est une erreur. Mm. Et après, je dirais l'autre point aussi, c'est que dissocier totalement le perso du pro, je pense que c'est quand même compliqué, parce qu'on est des humains, hein, donc la part compartimentalisation n'existe que dans notre tête, je dirais, plutôt que dans Ouais. la réalité. On n'a Et après, qu'un seul cerveau. J'ai pour habitude de dire qu'on n'a qu'un seul cerveau, une seule, ouais, qu'à ce sort. voilà. Donc, Et pour le coup, ce qui est important, effectivement, c'est aussi de savoir utiliser, entrer les assets du privé dans le professionnel, parce que ce qu'on fait dans la sphère privée, quand même, je crois qu'il n'y a pas d'écho dans le monde professionnel, ou l'inverse, des fois. Ça veut pas dire qu'il faut transformer ta famille en expérimentation sociale, ou l'inverse. Mais il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont des fondations. Et je pense que tu peux que simplement être efficace que si tu as des fondations solides, donc la partie privée est un fondamental. C'est-à-dire que si tout va mal dans ta vie privée, tu pourras jamais ou très difficilement performer mm, niveau professionnellement sans cramer un temps et une énergie folle. une énergie folle. Mm. Voilà, donc parce que tu fais par compensation plutôt que en fait par volonté et développement naturel. Et voilà. Et je pense qu'après c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que le jour, hein, le but c'est pas d'être malheureux en faisant l'un ou l'autre. Et le but c'est pas de faire un choix, c'est de trouver un équilibre où les deux sont respectés. Et voilà. Donc passer de workaholic, c'est pas forcément la solution à devenir un bon manager. Je suis passé par là, j'en sais quelque chose et je peux remercier mon épouse qui a été quand même très compréhensive à cette époque-là. Parce que me laisser faire mes 70 à 120 heures par semaine, vraiment, voilà, c'est quand même, je peux la remercier tous les jours. Hein, elle s'est occupée des enfants quand ils étaient petits. Mais après, ouais, tu comprends que les priorités, c'est pas ça. Et l'équilibre te permet d'être productif. Et on se rend pas compte que c'est pas parce que tu crames 120 heures que tu seras plus productif que quelqu'un qui fait 40 heures par semaine. Donc voilà. C'est vraiment assez dingue, mais j'ai l'impression aussi qu'on a besoin d'en passer par là, parce que je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu viens de dire. C'est étrange. C'est étrange, hein? J'ai aussi l'impression qu'on a besoin d'en passer par là pour en prendre conscience. Oui. Donc Malheureusement. c'est pour ça que je recommande quand même aux gens de faire l'expérience du management et je leur plutôt en général, quand je les conseille, je leur dis prenez l'aspect du management pas par le contrôle mais plutôt par le leadership. Parce Mm. que c'est quelque chose qui va naturellement être plus facile à travailler et plus dans les valeurs en général parce voilà, on a envie d'être écouté, on a envie de guider des équipes et je pense que c'est profondément dans la nature humaine.
Ouais. C'est-à-dire que et De si et partager, ça dénote d'échanger, de construire voilà. ensemble. On peut dire ce qu'on veut, on a besoin de ça. Et un des conseils très pragmatiques que je donnais quand je suis devenu manager, tu vois, dans certaines organisations, j'aurais dit: «Je veux passer des vacances tranquilles, donc il faut que l'organisation tourne sans moi». Tu vois? Donc tu peux pas le faire si tu es dans le contrôle. Ça marche que si tu es dans le leadership, hein, et que les équipes s'autonomisent pendant ton absence pour pas t'appeler dès qu'il y a quelque chose. Mmh. Donc voilà, Ça, c'est c'est aussi une très vérité forte. révélateur. Ça, Ouais. c'est très, très révélateur du Et fonctionnement. je dis aux gens, hein, vous avez le droit d'être égoïste, hein, quand vous êtes manager. Il faut penser à vous d'abord. Penser à vous, c'est voir long terme, hein, aussi. C'est-à-dire que comment les autres vont faire le travail à votre place. Oui, parce qu'autrement, tu tiens pas sur la durée. Non. C'est effectivement si bah, tout seul, ça va, c'est sûr, hein, tu as l'impression que ça va plus vite, mais en fait, en équipe, ça va quand même plus loin. Ouais, mais complètement. Mais faut faire switcher le mindset et ça se fait pas du jour au lendemain. Après, il faut avoir un management. J'ai eu un manager, un CFO qui m'a accompagné à l'époque, qui était vraiment très très bien pour ça. Il a été très bienveillant. On a fait un plan à long terme, plan de transition sur 2 ans. Donc, je suis passé d'un endroit où j'étais in the dark place, hein, c'est-à-dire en fait, tu contrôles plein d'éléments, tu es au carrefour de plein de sujets et tu deviens un risque pour l'entreprise, hein, ce qui est vrai, hein, avec le recul. Même si dans ta tête, c'est pas du tout ça. C'est tu veux performer, mais d'un coup tu reviens dans cette logique de mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe si je passe sur un camion? Et techniquement ça arrivait, c'est-à-dire qu'avant j'ai eu des fois où j'étais obligé de me payer le taxi pour que je vienne au bureau parce que j'avais mal au dos. Et ça sans lutter aussi problématiques de stress qu'on on va en parler dans d'autres sujets, mais voilà. Donc d'un coup c'est pas sain. Donc l'approche rationnelle effectivement c'est de donner des limites raisonnables à chaque chose qu'on fait. Merci Son, merci pour ton temps, merci pour cet échange toujours aussi passionnant. Je vais laisser le lien vers ton profil LinkedIn dans les commentaires de cet épisode si les gens ont envie de te contacter et de continuer cette conversation. Moi, je te remercie infiniment de ton temps encore une fois. Et si cet épisode vous a plu, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parfois, c'est les plus petites actions qui peuvent avoir l'impact le plus important. Donc merci et à très vite. Merci Stéphanie, hein, et bah, au plaisir. Je te dis à très vite. Au plaisir.